Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Good Morning CHU sur Radio CHU Bordeaux, l'émission des jeunes d'Abadi. Ce sont Amélie, Marie et moi-même, Laurie, qui animeront l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sofiane, humoriste de 33 ans. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, ma première grande question, d'où t'est venue l'idée de devenir humoriste ? Mais en fait, quand j'étais plus jeune et tout, j'écoutais déjà Rire et Chanson, tout ça, et puis je regardais bien sûr les grands classiques de l'humour à la télé, tout ce qui était Jamel Debbouze, Pierre Palmade, Muriel Robin, tout ça, Gad Elmaleh, et donc à force d'écouter Rire et Chanson et de voir un peu l'évolution de l'humour en France, surtout avec l'explosion du stand-up avec le Jamel Comedy Club, c'était un style qui me plaisait vraiment, parler directement au public, ne pas jouer un personnage, être soi-même en fait sur scène, et ça m'a toujours plu. Donc un jour je me suis lancé, un ami m'a proposé de participer à sa scène, et donc ça a commencé là, c'était fin 2011. Faites-vous autre chose à côté, comme métier ou activité ? Oui, je suis chauffeur de bus dans le réseau TBM, voilà, donc dans le réseau bordelais. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux auditeurs que si jamais un jour vous voyez un bus qui zigzague ou un truc comme ça, passez me dire bonjour, ça me fera plaisir. Est-ce que ton métier de chauffeur de bus t'a déjà inspiré justement pour un de tes sketchs ? Ah, mais le métier en lui-même est un sketch. Les gens sont drôles sans s'en rendre compte, et en fait c'est le miroir de la société, parce qu'on transporte des personnes toute la journée, des centaines de personnes. On voit forcément tous les aspects de la société. Donc il y a les gens qui sont neutres, les gens qui sont énervés, pressés, joyeux, désagréables, agréables. Il y a vraiment tous les portraits possibles, et forcément il y a deux solutions, soit on déprime, soit on en fait un sketch. Voilà, j'ai choisi la deuxième solution. Et pour revenir sur vos prestations, vous avez joué dans quel type de salle, café ou théâtre ? Mais en fait, depuis que j'ai commencé, on a eu un petit peu tous les styles possibles de salles. On a déjà joué dans des scènes ouvertes, par exemple à Paris. On a déjà joué dans des caves, tout ça. Enfin voilà, le stand-up parisien, tout ça. On a monté une scène ouverte donc avec des amis qui s'appelle le Gavé Style. On a monté ça en même temps que l'association Rire à Bordeaux, qui regroupe un peu les humoristes bordelais, locaux, tout ça, de toute la région. On en a des fois qui viennent d'un peu plus loin. Et donc on a commencé dans un bistrot qui n'avait pas de scène en fait. Donc on a joué dans une scène où on n'avait pas de scène, pas de lumière, pas de micro et pas de public. On a commencé vraiment tout en bas, et petit à petit on a monté. Donc ça fait 3 ans maintenant qu'on a créé ça, et maintenant on est installé dans un café-théâtre avec 50 places. Vraiment une vraie configuration théâtrale, quoi, et c'est vraiment agréable parce que c'est un vrai rendez-vous pour le public. On est complet tous les jeudis, et ça se passe donc à la Drôle de Scène, 39 rue Paul Verlaine, donc dans le quartier des Chartrons. Vous nous avez parlé de l'attitude de différentes personnes qui peuvent vous inspirer pour vos sketchs. Donc d'où vient l'inspiration justement de vos sketchs, mis à part les attitudes des personnes ? En fait, c'est-à-dire que j'ai remarqué que quand on est dans l'humour, on développe une certaine gymnastique de l'humour, certains automatismes. En fait, on va être confronté à une situation dans la vie de tous les jours, là où quelqu'un de classique, de quelqu'un qui n'est pas dans l'humour, je veux dire, va laisser passer ça sans rien dire ni rien. Nous, on va regarder et on va dire, tiens, en tournant, en changeant un petit élément, ça pourrait devenir une vanne. Et donc on va tester ça dans une scène ouverte ou quoi, mais c'est en fait déformer légèrement la réalité pour en faire quelque chose de plus drôle. Et c'est des automatismes, en fait, c'est autant le métier de chauffeur de bus, en rencontrant tout le monde, c'est normal d'être inspiré et tout, parce que les situations sont drôles par elles-mêmes. Autant dans la vie de tous les jours, les humoristes en fait développent une espèce de sixième sens en fait qui permet de voir le comique dans chaque situation. En 4 ans de pratique, est-ce que y a quelque chose pour toi qui a évolué et que tu n'aurais vraiment pas imaginé ? Disons que ce qui a le plus évolué, je pense, c'est la demande. Parce qu'à Bordeaux, en fait, quand on a commencé, il n'y avait vraiment rien. Il y avait, niveau humour à Bordeaux, c'est très concentré sur ce qu'on appelle les têtes d'affiche. Ils vont faire venir, par exemple, Anne Roumanoff, Jamel Debbouze est passé l'autre jour, tout ça. Enfin, vraiment, des stars de l'humour vont venir à Bordeaux. Il y avait de l'humour, pas de problème. Mais pour la nouvelle génération, pour ce qu'on appelle les nouveaux talents, les jeunes talents, il y avait
quasiment rien, voire rien. Donc on a monté notre scène ouverte petit à petit, et puis on a commencé à jouer à droite à gauche, et maintenant on nous appelle, on nous contacte, donc les gens contactent l'association Rire à Bordeaux pour organiser des plateaux, pour voilà, c'est-à-dire que en se faisant plaisir nous-mêmes, en fait, en créant cette scène, ce rendez-vous qui vraiment nous plaît, on en est fiers maintenant, ça fait 3 ans, et on est content du chemin parcouru. En se faisant plaisir nous-mêmes, en fait, on a créé un petit peu une espèce d'appel d'offres quoi, pour l'humour. Donc les gens nous appellent souvent pour organiser des plateaux, des scènes. Et bien sûr, il y a d'autres scènes qui s'ouvrent, que ce soit à Bordeaux, il y en a une ou deux, je crois, de plus, mais ce n'est pas des rendez-vous réguliers, c'est plutôt occasionnel. Et dans chaque ville, en fait, quand on regarde bien dans l'humour, dans chaque ville, il y a des nouvelles scènes. Si on regarde juste Paris, des fois, on va dire sur une année, il y a des scènes qui disparaissent, d'autres scènes qui apparaissent. Vraiment, c'est un milieu, la scène, surtout la scène ouverte. Le fait de faire des scènes ouvertes, comme ça peut se jouer, comme j'expliquais tout à l'heure, dans des bistrots où il n'y a absolument aucun matériel qui est dédié à la scène, c'est très facile d'en créer, comme c'est très facile d'en perdre. Donc il y a beaucoup d'évolution à ce niveau-là, et c'est dans le bon sens parce que ça nous permet de tester des nouvelles scènes, des nouveaux publics, de toucher d'autres personnes, et donc voilà, c'est comme ça. Enfin, moi je suis étonné par l'expansion vraiment des scènes d'humour et de l'humour à Bordeaux en tout cas. Et on est vraiment ravis que ça se passe comme ça, quoi. C'est dans le bon sens. Et entre nous, aimerais-tu vivre pleinement de l'humour, justement, peut-être devenir une sorte de tête d'affiche? Mais c'est sûr que ce serait le rêve de tous les humoristes. Personnellement, étant marié et père de 3 enfants, forcément je suis obligé de garder un peu plus les pieds sur terre. Donc je garde mon métier, qui déjà est une bonne source d'inspiration, ça c'est sûr. Faut pas se priver d'une bonne source comme ça. Mais surtout, ça me permet de garder une stabilité financière. Donc je garde le côté plaisir avec la scène, je bouge un petit peu partout, je pars des fois à Paris pour faire des scènes pendant une semaine. Là je dois aller bientôt à Nantes, on est en train de négocier un rendez-vous pour Nancy, tout ça avec des amis pour monter pour faire un petit plateau là-bas. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, j'arrive à concilier les deux pour l'instant. Donc à terme, ce serait vraiment un plaisir de pouvoir y arriver, percer comme on dit dans le métier. Mais je sais que c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence, et donc je garde les pieds sur terre, donc je garde mon métier, et à côté je me débrouille pour pouvoir faire le plus de scènes possible. Sinon, vouliez-vous faire humoriste étant petit ? Ben en fait, le côté humour, je pense, il s'est développé un peu plus tard. Après, quand j'ai un peu grandi, genre au collège, au lycée, tout ça, je faisais un peu le pitre, on va dire, en cours. Mais ça n'a jamais vraiment été un but. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces scènes ouvertes dont je parlais tout à l'heure. Il n'y avait pas tout ça. Donc, il y avait vraiment il y avait un vide entre le public et les stars de l'humour. Il n'y avait pas le milieu, là maintenant, il y a le public, il y a ceux qui veulent devenir humoristes, il y a ceux qui commencent à monter sur scène, ceux qui commencent à cartonner, et il y a ceux qui cartonnent, que tout le monde connaît. Mais à l'époque, c'était 0 ou 1, c'était un système binaire. C'était soit une star de l'humour, soit quelqu'un qui regarde les spectacles. Donc moi, je ne m'imaginais pas du tout là-dedans. À l'origine, je voulais faire de la médecine. Je voulais travailler en médecine et tout, mais bon, disons que sans le bac, ils recrutent très peu. Sinon, après j'avais pensé aussi à me diriger vers le journalisme parce que j'ai vu que j'aimais bien communiquer et tout. J'avais pensé à faire du journalisme, et après la vie en a décidé autrement. J'ai travaillé un peu à droite à gauche, et puis ensuite je me suis dit où est-ce que j'aurais envie de travailler, parce que je me suis dit là il faut que je trouve un métier pour pouvoir travailler jusqu'à la retraite en fait. Quelque chose où je puisse pas forcément prendre du plaisir, parce que travailler c'est jamais vraiment un plaisir, hein, mais où je puisse tenir le coup jusqu'à la retraite, quoi. Et je me suis dit j'aime bien conduire, j'ai toujours aimé les voitures et tout, j'ai toujours aimé conduire. Je me suis dit j'aime bien conduire, j'aime bien tchatcher, les deux seuls métiers qui réunissaient ça, donc c'était chauffeur de taxi ou chauffeur de bus. Et quand j'ai vu le prix de la licence de taxi, j'ai dit chauffeur de bus, c'est bon, je vais prendre d'autres. Voilà. Est-ce que tu as déjà rencontré des comédiens qui justement t'inspirent ? Oui, j'ai eu l'occasion de parler avec de très très bons comédiens, en particulier Verino, que le grand public commence à découvrir. C'est quelqu'un qui a commencé il y a vraiment très longtemps et qui a fait l'émission On ne demande qu'à en rire. Entre-temps, il a écrit un spectacle, il a joué à l'Olympia, il a fait un Olympia complet, donc 2000 places. Et là, je crois qu'il joue au Grand Point Virgule à Paris.
Et à côté, il fait des vidéos sur Internet, donc il commence un petit peu à étendre son audimat, quoi. Et lui, c'est vraiment un de ceux qui m'a inspiré le plus parce que c'est quelqu'un qui est vraiment humain et tout, et qui fait partie de la nouvelle génération. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a 20 ans de carrière, tout ça. C'est quelqu'un qui montre que même avec quelques années seulement, on peut y arriver quand même. Donc c'est un de mes principaux modèles, oui. Alors moi, je vais reprendre vos propos. Tu as dit qu'à l'école, tu faisais le pitre. Donc, dans la vie de tous les jours, cet humour, qu'est-ce que ça donne? C'est avec votre famille, justement, ou vous êtes l'humoriste à plein temps? Oui, des fois un peu trop. D'ailleurs, je suis à deux doigts de me faire rayer du livret de famille, mais non, non. En fait, c'est un truc, on va dire, c'est un état d'esprit, quoi. Je veux dire, c'est comme tout. Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui est passionné de sport, le sport va faire partie de sa vie. Tous les jours, il va parler d'un match, il va parler de quelque chose. Moi, c'est un peu pareil. Je veux dire, tout le temps, je cherche un petit peu la vanne, soit donc, je veux dire vraiment dans mes relations avec les autres, j'essaye toujours de placer une petite vanne, tout ça. J'ai remarqué que l'humour était une arme très très puissante. Je sais que l'humour, par exemple, peut désamorcer pas mal de conflits. Surtout dans mon métier, parce que je parle souvent avec des collègues, tout ça, et puis on voit que des fois, il y a des gens qui viennent dans un état d'esprit un petit peu, comment dire, agressif. Et des fois, de trouver la bonne blague, de trouver le bon mot, peut désamorcer une situation conflictuelle, quoi. Donc je m'en sers. Moi, dans ma vie, c'est devenu un réflexe, donc maintenant, je fais tout le temps des blagues et tout. Bon, plus ou moins drôle, hein, mais le dites à personne. Et avec les autres aussi, voilà, ça m'a sorti de situations, des fois, ça m'a permis de régler des petites tensions, des trucs comme ça m'a permis un peu de les calmer. Bon, c'est sûr que si jamais quelqu'un débarque dans le bus avec une arme à feu, l'humour va pas marcher. Mais pour l'instant, ça va, j'ai pas à me plaindre. L'humour est-il quelque chose qui s'apprend? Alors je vais expliquer un peu ma question sous forme d'exemple. Un mécanicien ou un garagiste apprend son métier et à la fin il sait comment bien réparer les choses, tout ça. Est-ce que en pratiquant l'humour au fur et à mesure, c'est quelque chose qui devient de plus en plus naturel et instantané? Oui, je pense que oui. Et pour moi, en fait, concrètement, n'importe qui peut faire de l'humour. Après, faut juste en avoir envie, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait qu'il va jamais réussir à monter sur scène devant les gens et tout, parce que c'est vraiment quelque chose de très intimidant. Avoir la lumière en pleine gueule, quoi, en fait. Et déjà, rien que la lumière, des fois, elle fournit une chaleur. Déjà, on transpire naturellement avec le stress. En plus, la lumière provoque une chaleur et tout, donc il faut être à l'aise quand même avec ça, devant des personnes qui nous regardent et qui se demandent si on va les faire rire. Donc, il faut en avoir envie au départ. Mais je pense personnellement que n'importe qui peut devenir humoriste, et plus on est dans l'humour, donc je pense que c'était ça ta question, plus on fait de l'humour, plus notre niveau entre guillemets augmente. Plus il faut jouer, plus on joue, mieux on joue, en fait. C'est comme tout. Tout à l'heure, pour reprendre l'exemple que tu disais donc du mécanicien, par exemple, je pense que même par exemple un mécanicien qui n'avait pas du tout pensé à ça, si jamais un jour il se dirige vers l'humour, il va pouvoir nous faire de l'humour, et il va beaucoup parler aussi de son métier, parce qu'il faut parler de ce qu'on connaît. Donc je pense que le quotidien de chaque personne a un potentiel comique. Du coup, je me demandais, est-ce que tu as des projets futurs Pour l'instant, je suis en contact pour quelques scènes, tout ça. J'essaie vraiment, mon projet actuel, c'est de tourner avec mon spectacle. Donc j'ai fait la dernière Bordelaise le 15 octobre 2016, donc à la Maison cantonale de la Bastide. Et maintenant, mon but, donc on a tourné un DVD à ce moment-là. Le DVD est enfin arrivé, donc mon but, c'est de pouvoir me servir de ce support vidéo pour faire programmer mon spectacle dans les salles, jouer un petit peu dans toutes les villes de France, voilà, là où il y a des cafés-théâtres, tout ça, vraiment faire un tour de France avec mon spectacle, une tournée, quoi, en fait. Là, c'est mon objectif actuel. Et peut-on vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, il suffit de taper Sofiane Humoriste, hein, sur tous les réseaux sociaux. Voilà, vous tapez Sofiane Humoriste sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pôle emploi, partout. Voilà, Super. Sofiane Humoriste, tout simplement. Bien, merci beaucoup. C'est sur cette dernière réponse que nous terminons l'émission. Un grand merci à Sofiane d'être venue sur Radio CHU Bordeaux. Merci à vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Good Morning CHU. Et on va se quitter avec un sketch qui est un extrait d'un de vos spectacles.
Ok, avec grand plaisir. Donc voilà, je vais me présenter un petit peu comme je le fais pour mon spectacle. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sofiane. Et donc ça fait bientôt 7 ans que je suis à Bordeaux, mais je suis originaire de Clermont-Ferrand. Donc Clermont-Ferrand, c'est un petit peu le pays des pneus et du fromage. Et je suis d'ailleurs un excellent représentant de la région, hein, puisqu'à force de manger du fromage, j'ai mon propre pneu. Et alors juste une précision, hein, bien sûr, hein, ce n'est pas de l'obésité mais de la générosité, ça n'a rien à voir. Hein. Je vois souvent quand je joue dans une salle, il y a des hommes, bon je les vois, ils ont des petites poignées d'amour. Bon moi si tu regardes bien, il n'y a pas que les poignées, il y a tout le meuble. Et d'ailleurs ma femme m'appelle Ikea. Bon donc ceci dit, je voulais donc parler un petit peu de mon arrivée à Bordeaux, parce que forcément c'est une ville magnifique, hein, vraiment j'ai débarqué ici il y a 7 ans. Et quand je suis arrivé ici, le problème, donc étant chauffeur de bus, les gens ne savaient pas que je n'étais pas du coin. Donc ils pensaient que je connaissais tous les endroits. Ils me demandaient des endroits genre Barrière du Médoc, Barrière Saint-Médard, Barrière Saint-Genès. Alors moi je vous le dis entre nous, hein, la seule barrière que je connaissais à l'époque c'était la barrière de la langue. Parce que nous à Clermont-Ferrand on parlait français. Ici on parle pas français, ici on parle bordelais. Hein, vous le savez hein, bien sûr, hein, en France on dit un sac en plastique, ici on dit une poche, voilà. Alors quand tu le sais pas et que tu vas chez Decathlon pour acheter des baskets et que le mec te dit vous voulez que je vous les mette dans une poche? Voilà, tu regardes ton jean et tu bugs. Et donc ça c'est une chose. Et bien sûr en France on dit un pain au chocolat, ici on dit une chocolatine, voilà. Et il faut jamais dire pain au chocolat à un Bordelais. Hein. Le seul qui a essayé a été retrouvé pendu place des Quinconces. Donc il vaut mieux respecter hein, ce jargon bordelais bien sûr. Et j'ai appris l'expression que répètent les jeunes 400 fois par jour. Gavé, voilà. Gavé, donc je suis gavé fatigué, j'ai gavé la flemme et tout. Et même mon frère, quand il est venu me rendre visite depuis Clermont-Ferrand, il m'a dit punaise, les gens ils parlent bizarrement ici. Hein. Je lui dis ah ouais, gavé. Ouais, forcément, hein, j'ai dû m'intégrer, hein, j'ai pris des cours pour ça. Hein. On m'a dit attends, t'es marocain, tu veux prendre des cours? Cours Victor Hugo. Vous connaissez le cours Victor Hugo? Ouais, évidemment. Voilà, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le cours Victor Hugo, hein, donc c'est une grande rue dans le quartier Saint-Michel. Hein, c'est une sorte de Barbès avec l'accent du sud-ouest en fait. Et moi au début j'ai pas compris parce que je savais pas que Victor Hugo était marocain, tu vois. Et on m'a dit non, c'est pas ça, non. En fait non, c'est-à-dire c'est juste un endroit stratégique dans la région. T'es marocain, on va te montrer les endroits stratégiques dans la région. À Senon il y a la rue du Maroc, à Libourne il y a la rue du Maroc. Et moi je dis Bordeaux, il n'y a pas à Bordeaux la rue du Maroc? On me dit ah Bordeaux c'est différent. Bordeaux il y a le quai du Maroc. Moi je dis ouais mais ça sonne bien, vas-y, qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas? La mairie, la préfecture, là? Fourrière. Merci, bel hommage. Oui, c'est vrai, hein, la Fourrière se trouve vraiment quai du Maroc, hein, à Bordeaux. Et donc j'ai voulu rattraper ça parce que je savais que Bordeaux avait un consulat du Maroc ici. Donc je me suis dit, consulat, diplomatie, minimum ils l'ont mis, avenue des droits de l'homme, place de la République, un truc un peu classe. Non, vous pourrez vérifier tout à l'heure. Hein, le consulat du Maroc à Bordeaux se trouve rue Mexico. C'est-à-dire que même le nom de la rue, il est immigré. Je ne vois pas la diplomatie là-dedans, moi. Bon, toujours est-il, j'ai été vraiment ravi d'être parmi vous. Je voyais qu'il y avait des filles là, donc voilà, qui m'ont interviewé. C'était vraiment un plaisir. Et je voulais en profiter pour parler d'une chose que les femmes n'apprécient pas vraiment, c'est leur âge. Elles n'assument pas vraiment. Hein. J'aimerais voir, d'ailleurs autour de la table là, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Non. Ok. Et est-ce qu'on a des gens qui fêtent leur anniversaire cette année? Levez la main. On lève les deux mains. Ah, les deux mains. Alors j'aime bien cette vanne parce qu'il y a toujours des gens qui réfléchissent. 12 mars? Ouais, c'est bon. Tu vois, bon, c'est le principe de l'anniversaire. Hein. Et comme je disais, les hommes, les femmes réagissent pas pareil. Si je demande l'âge d'un homme, par exemple... 31, voilà, direct. 19. Non, toi ça marche moins. Ouais. Mais bon, les hommes l'assument directement. Si je demande l'âge d'une femme, c'est un peu plus délicat. Alors rassurez-vous, je ne le ferai pas, hein, parce que j'aimerais bien repartir en vie. Mais je sais que les femmes n'assument pas leur âge. Hein. D'ailleurs, quand on leur demande leur âge, elles passent souvent par 2 étapes. La première étape, c'est quand elles jouent au jeu préféré des femmes. Le fameux « Combien tu me donnes ?» Les femmes adorent ce jeu. Et nous, on déteste. Alors, je sais pas s'il y en a qui y jouent parmi les femmes ici. Est-ce qu'on a des « Combien tu me donnistes » ou pas? Ah oui. D'accord, ok. J'en étais sûr. Toutes les femmes aiment ce jeu. Et nous, on déteste. Et j'ai trouvé une solution maintenant hein, pour que les hommes évitent de se retrouver mal à l'aise face à cette question. Je sais que les femmes aiment la sincérité. Donc chaque fois qu'une femme me demande combien tu me donnes, je donne l'âge sincère que je pense qu'elle a et j'enlève 10 ans. Tu vois, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, même là, ça pourrait marcher, il n'y a aucun problème. Hein, je veux dire, là, je vous ai un petit peu observé et je peux vous dire que par sécurité, j'enlèverai 20 ans, m'en voulez pas. Donc, ce que je voulais dire en fait, c'est que les femmes donc n'assument pas leur âge et c'est pour ça qu'elles passent à la deuxième étape. La fameuse étape du « on ne demande pas l'âge d'une femme ». Ah bon? Qui a inventé cette règle? Moi aussi, je peux très bien inventer des règles à ce moment-là. Je peux très bien dire, on ne demande pas le poids d'un homme. Tu vois, je peux m'amuser à ça aussi. Je peux me mettre au niveau. Mais bon, ça, je vous le dis, c'est parce que les femmes n'assument pas leur âge dans la vraie vie et même dans le virtuel. C'est pour ça que je vous le donne en exclusivité. Bientôt sur Facebook, vous verrez marqué date de naissance. C'est compliqué. Et là, vous vous rappellerez du sketch.
Vous verrez, vous verrez. J'ai même vu pire l'autre jour. Une amie avec qui je discutais comme ça, qui m'a donné son âge, et derrière elle a rajouté « je les fais pas, hein ». Non, non, elle les faisait pas, elle faisait plus. Comment je... Tu vois, je veux pas être méchant, moi. Mais ce qui m'a surtout choqué là-dedans, c'est même pas le fait qu'elle se soit... donc elle pensait en faire moins, c'est surtout le fait qu'elle se soit fait un auto-compliment. La fille, elle s'est auto-kiffée. Tu vois, j'ai pas compris le truc. Normalement, un compliment, ça doit venir de l'extérieur. C'est pas à toi de te faire le compliment. Je veux dire, c'est comme si moi j'arrivais devant quelqu'un que j'ai jamais rencontré, que j'arrivais comme ça. Bonsoir, Sofiane, enchanté. Je suis beau gosse, hein. Tu vois, faut attendre qu'on te fasse le compliment, tu vois. Bon, encore celui-là, c'est un mauvais exemple parce que je l'attends toujours, mais bon. J'ai été un petit peu rapide tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait que 2 étapes dans la vie d'une femme. En réalité, il y en a une troisième un petit peu cachée. À partir d'un âge avancé, les femmes se remettent à assumer leur âge. Tu demandes l'âge d'une femme à un âge avancé, votre âge, madame, et elle te répond direct 74, sans problème. Et heureusement qu'elles assument. T'imagines si elle te faisait le coup? Combien tu me donnes? C'est-à-dire à vivre ou... Ça peut créer des malaises, il faut vraiment faire attention. Et donc, je vous parle des anniversaires. Quand on va dans un anniversaire, on amène toujours un... Cadeau. Cadeau. Alors, Ou bonne une bouteille. réponse. Ou une bouteille. D'accord, ok. Bon, je vois le genre d'anniversaire dans lequel tu vas. Alors donc, un cadeau. Et j'aime bien parce que d'habitude, j'ai 2 réponses. J'ai toujours cadeau ou gâteau. Les gens... Il y en a qui me disent gâteau aussi. Bon, c'est pas la bonne réponse, hein, mais c'est quand même intéressant parce que je veux être invité chez cette personne-là. T'invites 50 personnes, 50 gâteaux, ça m'intéresse. Mais donc, cadeau. Et je suis rassuré, cadeau, gâteau, j'accepte. Même bouteille, pas de problème, j'accepte. L'autre jour, j'ai demandé, j'ai dit on amène toujours un, il y a quelqu'un qui m'a dit un copain. J'ai dit toi, t'es pas invité. Et donc, on amène un cadeau. Et il y a des personnes qui ont une manie un petit peu bizarre, c'est elles attendent que tout le monde s'en aille de la fête, et elles vont sur Internet pour voir le prix des cadeaux. C'est dégueulasse de faire ça. Tu vois, je cautionne pas, mais j'ai compris, j'ai analysé et j'ai compris que c'était une stratégie. La personne qui t'a offert un cadeau à ton anniversaire, tu sais qu'à son anniversaire, il va falloir lui offrir un cadeau en retour. Et il faut lui offrir un cadeau de valeur équivalente. Si la personne t'a offert un cadeau qui valait 10 €, il n'y a aucune raison pour que tu lui en offres un qui en vaut 50. Et dans l'autre sens, hein, évidemment. Si la personne t'a offert un cadeau qui valait 100 €, bon, en général, tu trouves une excuse pour pas y aller. Là, à ce moment-là, on est tous des crevards, il n'y a pas de problème. Et donc, je vous parle des cadeaux, hein, je pense qu'on est tous pareils, on a reçu des cadeaux qui nous ont plu, d'autres qui nous ont déçus. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu de toute ma vie, c'est de participer à votre émission. Et bah, ton plaisir était pour nous. Merci beaucoup. Merci. Merci.